Jean-Pierre Luminet qui va nous parler des trous noirs. Alors Jean-Pierre Luminet est né en 1951, il est docteur d'astrophysique et docteur d'État S-Sciences. Il est astrophysicien à l'Observatoire de Meudon, directeur de recherche au CNRS. Sa spécialité, c'est évidemment astrophysique et cosmologie, mais aussi un intérêt fort pour les relations entre art et sciences, art et poésie, et art, science et poésie. Alors, je donne quelques-unes de ces publications. Elles sont nombreuses, mais vous voulez les savoir, parce que j'ai eu des reproches, par exemple, parce que nous n'avions pas indiqué la bibliographie complète des auteurs dans le tome 1 chez Odile Jacob. Mais vous savez, hein, il n'y a pas de petites économies. Quand on est à 510 pages, on coupe sur tout. Alors, pour être plus détaillé ici, donc je vais citer quelques-uns des publications de Jean-Pierre Luminet. 1992, les trous noirs, vous voyez. Hein. 1996, ça c'est aux éditions du Seuil. 1996, les poètes et l'univers, aux éditions du Cherche-Midi. 1997, l'invention du Big Bang, hein, aux éditions du Seuil. 1998, les figures du ciel, aux éditions du Seuil. 1999, les éclipses, aux éditions Bordas. Et toujours en 1999, le rendez-vous de Vénus, chez Jean-Claude Lattès. Voilà, je lui cède la parole pour 50 minutes, moins de 51 ou plus de 51 minutes. Et après, il y aura vos questions. Je vous remercie. Bonsoir, je vous remercie pour votre accueil. En réalité, le titre exact de ma conférence, c'est les trous noirs et la forme de l'espace. J'ai fait rajouter effectivement la forme de l'espace parce que la problématique des trous noirs, qui m'est chère évidemment depuis longtemps, n'a que partiellement un aspect cosmologique. Et donc j'ai voulu prolonger la discussion sur les trous noirs, qui concerne aussi un certain aspect de la forme de l'espace, à une vision plus globale que l'on peut avoir aujourd'hui sur la forme de l'univers. Alors effectivement, trous noirs et forme de l'espace, c'est l'une des questions qui me fascine vraiment depuis maintenant 30 ans au moins, en tout cas depuis que j'ai ouvert une encyclopédie d'astronomie lorsque j'étais adolescent dans mon Vaucluse natal, et que j'ai lu une page sur la relativité générale d'Einstein, à laquelle évidemment je ne comprenais rien à cette époque, et cette page disait que dans la conception relativiste, l'espace et le temps avaient la forme d'un mollusque. Cette image m'avait beaucoup intrigué, à la fois par son caractère poétique et son caractère mystérieux, et depuis je n'ai eu de cesse que de tenter d'élucider ce que pouvait bien signifier ce mollusque universel, ce mollusque d'espace-temps. Et c'est vrai que dès lors, je n'ai plus jamais contemplé les cieux de ma Provence natale d'un même œil, car désormais je n'ai plus regardé les beautés des étoiles, mais j'ai regardé plutôt ce qu'il y avait autour, ce qui contenait les étoiles, c'est-à-dire l'espace. Et je me suis posé des questions. Cet espace impalpable qui contient les étoiles, est-ce qu'il a une forme? Est-ce qu'il est plat? Est-ce qu'il est courbé? Est-ce qu'il est cabossé? Est-ce qu'il est rugueux? Est-ce qu'il est lisse? Est-ce qu'il est plié? Et qu'est-ce que ça signifie au juste d'ailleurs de dire que l'espace a une forme? Parce que c'est vrai, je crois que pour le sens commun, l'espace c'est une sorte de réceptacle vide et sans forme qui accueille les corps. Donc il est difficile d'imaginer qu'il a une forme. Ou je baisse la tête. Et à propos de l'espace, certaines vues philosophiques au cours des siècles ont tenté de donner chair à cette conception de l'espace, à ce réceptacle, en le considérant par exemple comme un matériau, une substance éthérée, qui non seulement contient les objets, mais qui peut-être les imprègne et partage certaines de ses propriétés avec les corps matériels que l'espace contient. Mais pour parler réellement de la forme de l'espace, pour un scientifique, eh bien ces questions-là ne sont pertinentes que si on utilise la branche des mathématiques qui permet de parler de l'espace, c'est-à-dire la géométrie. Quel est l'espace mathématique qui est susceptible de représenter l'espace réel, l'espace physique? Eh bien, le problème est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pourrait croire à première vue. Par exemple, il est clair que les mondes microscopiques et les mondes macroscopiques, c'est-à-dire à très très grande échelle,
diffère profondément de l'espace immédiat qui nous environne, qui, selon notre intuition géométrique, c'est l'espace de la géométrie euclidienne ordinaire que nous avons tous apprise sur les bancs de l'école. Et donc, en fait, je voudrais introduire cette conférence par un transparent un peu sauvage, et je m'en excuse, mais le reste sera plus doux, qui montre en fait les 4 niveaux de la géométrie auxquels la physique actuelle tente de donner réponse quant à la question de la forme de l'espace. Est-ce que c'est correct, là, la luminosité? Bon. Alors donc, il y a 4 échelles de la géométrie qui ne rentrent pas toutes comme il se doit dans le transparent, donc on va faire un travelling. Voilà, merci. L'échelle habituelle, c'est l'échelle qui est ici, où en fait, il semble, en première approximation, que la géométrie de l'espace, elle est euclidienne. Alors évidemment, ici, je ne vous montre pas le vrai espace, je vous montre simplement des surfaces réduites à 2 dimensions, alors qu'évidemment, dans tout mon exposé, je parlerai de la forme de l'espace, au moins tridimensionnelle, sinon quadridimensionnelle si on incorpore le temps, et éventuellement avec des dimensions supplémentaires si l'on fait appel à des théories de physique des particules de hautes énergies. Mais donc, en première approximation, à notre niveau, eh bien, la géométrie semble euclidienne, c'est-à-dire un espace faiblement courbé, donc toutes les lois de la géométrie euclidienne s'appliquent pour ce type d'espace. Et alors, c'est vrai que dans la théorie de la relativité restreinte, où on commence à comprendre que, par le fait que la vitesse de la lumière dans le vide joue un rôle fondamental, un rôle d'invariant fondamental. L'espace et le temps perdent leur caractère absolu. Il faut donc les marier dans une structure géométrique quadridimensionnelle. On a donc un espace-temps qu'on appelle l'espace-temps de Minkowski, qui date de 1908, mais qui est aussi un espace-temps qui n'a pas de courbure. Alors, les théories physiques qui fonctionnent dans ce type d'espace, d'approximation, c'est évidemment la mécanique classique, newtonienne, la mécanique galiléenne, qui fonctionne dans la géométrie euclidienne, ou la relativité restreinte, mais aussi de larges branches de la mécanique quantique. Par exemple, si vous voulez décrire le mouvement quantique des électrons, ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique, vous faites fonctionner ces théories dans un espace-temps plat qui finalement n'a pas une forme très intéressante, car les anatomies plates ne sont pas très intéressantes. Alors le niveau supérieur, le niveau, dirais-je, macroscopique, à l'échelle au moins du système solaire, mais encore mieux des étoiles, voire des galaxies, et même de la cosmologie de l'univers dans son ensemble, eh bien on voit apparaître une courbure de l'espace, et même une courbure de l'espace-temps lui-même. Alors, on utilise donc une autre branche de la géométrie, qu'on appelle la géométrie différentielle, et qui permet de décrire précisément des espaces courbes. Alors, vous avez déjà eu une conférence de Bourguignon sur les espaces courbes. Et selon que l'on considère plutôt l'espace à très très grande échelle, à l'échelle cosmologique, on va plutôt avoir une courbure relativement douce, une courbure constante. Et si on regarde au contraire la forme de l'espace au voisinage d'objets très massifs, par exemple au voisinage d'un trou noir, on va avoir une très forte courbure, ce qu'on appelle les champs gravitationnels forts, tout cela dans le cadre de la relativité générale. À l'extrémité inférieure de l'échelle, on est arrivé récemment à des hypothèses. En fait, on ignore tout de la forme de l'espace et du temps à ces échelles-là. Il y a plusieurs pistes qui sont suivies et qui concernent en fait l'un des grands enjeux de la physique, dont on a dû également vous parler, qui est l'enjeu de l'unification des interactions fondamentales actuellement connues, et qui consiste en fait à unifier les 3 interactions décrites par la théorie de la mécanique quantique en termes de théorie des champs, et à unifier la gravitation, l'autre interaction, qui elle est décrite en termes de géométrie, c'est-à-dire en termes de courbure de l'espace-temps. Donc ce sont 2 cadres de pensée assez différents. L'unification totale des interactions tente de marier ces 2 points de vue extrêmement éloignés l'un de l'autre. Et en fait, on a réalisé depuis longtemps que c'est un enjeu extrêmement difficile et un but extrêmement difficile à atteindre. Et sans doute, parmi les nombreuses pistes suivies, il y en a qui sont particulièrement fascinantes, mais elles sont obligées de remettre à plat, en fait, tout ce que l'on connaît, si je puis dire, remettre à plat tout ce que l'on connaît, c'est sur l'espace et le temps, et à imaginer, par exemple, dans le cas de théories de supercordes avec des dimensions supplémentaires, ou dans les théories de géométrie non commutative dont a dû vous parler Alain Cohn, d'imaginer un espace-temps peut-être granulaire, qui n'est même plus lisse, qui n'est même pas continu, un petit peu comme à la surface d'un océan, vu avec la résolution maximale, qui produit en permanence un bouillonnement de vagues avec des gouttes qui se détachent de l'océan, et donc on a une structure spatiale extrêmement complexe, et également une structure temporelle très compliqué. Mais en fait, moi, essentiellement, je vais vous parler aujourd'hui des 2 niveaux supérieurs. Donc, le niveau supérieur,
c'est le niveau vraiment de la forme globale de l'espace. Si vous voulez, le mollusque universel, on peut, à l'échelle intermédiaire, voir s'il a des cornes, des creux, des bosses, etc. Mais on prend du recul et on le regarde de loin. Et on se pose la question sur la forme globale de ce mollusque. Est-ce que c'est un escargot, une limace, un calmar, enfin je ne sais quoi. Ce sont évidemment des métaphores. Et donc, l'espace peut apparaître extrêmement différent lorsqu'on le regarde avec de très très loin. Et donc c'est une nouvelle discipline qui est née il y a seulement quelques années, qui s'appelle la topologie cosmique. Donc les trous noirs dont je vais commencer par vous parler concernent plutôt cette partie-là, et je finirai sur la topologie cosmique et les univers chiffonnés pour parler de considérations sur la forme globale de l'espace. Alors si l'on peut parler de forme d'espace, c'est parce qu'en fait on a quitté le cadre utilisé pendant plus d'un siècle de description de la physique, qui était le cadre de l'espace newtonien, dont vous voyez ici une vue d'artiste en quelque sorte, qui est un cadre d'espace et de temps fixé une fois pour toutes, parcouru, donc qui est plat, qui n'a pas de courbure, qui est parcouru par des rayons lumineux qui tissent la trame de l'espace et du temps, et ces rayons lumineux filent en ligne droite et tissent une sorte de grand système de coordonnées cartésiens rectilignes. À l'intérieur de ce réseau universel, il y a des corps célestes, par exemple, qui obéissent aux lois de la mécanique céleste, et pour expliquer la nature courbe des trajectoires, par exemple les ellipses suivies par les planètes autour du Soleil, il faut forcément faire intervenir une force qui va dévier les trajectoires des corps massifs par rapport aux lignes naturelles, aux pentes naturelles de l'espace, qui sont des droites. Dans la conception relativiste, donc essentiellement la théorie de la relativité générale d'Einstein, 1915, eh bien on a au contraire un espace et un temps couplés, premièrement, ils ne sont pas distincts, ils sont couplés, mais ils sont couplés aussi avec la matière. Et la matière va conférer, localement tout au moins, une forme à l'espace et au temps. Et on a donc une nouvelle entité, espace-temps, à 4 dimensions, qui est une entité à la fois souple, élastique et dynamique, c'est-à-dire qui va évoluer au gré du temps, au gré des mouvements des corps massifs qui s'y trouvent, parce que ces corps massifs vont non seulement engendrer de la courbure, s'ils se déplacent, ils vont déplacer la courbure, et la courbure qui se déplace va engendrer des ondulations de courbure que l'on appelle des ondes gravitationnelles. Alors pour donner un petit peu plus de chair, ou plus exactement plus de visualisation à ces tissus élastiques de l'espace, je vous ai apporté ici un petit morceau d'espace-temps élastique que je réduis pour le besoin évidemment de la visualisation à 2 dimensions. Donc, comme toute métaphore et toute analogie a ses limites, il ne faut pas imaginer que l'espace qui est au-dessus et au-dessous a une quelconque pertinence dans ma démonstration. On s'en tient uniquement à des êtres bidimensionnels qui vivraient sur cette surface. Donc, comme je vous le disais, dans la conception newtonienne ancienne, on a un cadre rigide tissé par les trajectoires de rayons lumineux, si bien que si je veux expliquer le fait que, si j'ai une étoile là, par exemple, mon étoile que je pose au milieu du système solaire, on n'affecte pas le cadre élastique de l'espace-temps. Et donc, si j'ai une petite planète, enfin elle est assez grosse celle-là, vous remarquerez, c'est plutôt un Jupiter, pour expliquer que ma planète tourne autour du Soleil selon une ellipse, je suis obligé d'invoquer une force d'attraction universelle qui va retenir cette bille et l'empêcher de suivre les pentes naturelles qui sont des droites. La vision einsteinienne est tout à fait différente. Vous voyez en fait le changement de paradigme admirablement simple, à première vue, c'est un petit peu plus compliqué quand on passe aux équations, c'est qu'en fait, eh bien, la réalité est plus proche de cela, c'est-à-dire que tout corps massif engendre autour de lui, dans le tissu qui devient élastique de l'espace et du temps, une courbure qui peut se visualiser par les trajectoires des rayons lumineux au voisinage de cette masse. Et pour expliquer la trajectoire d'une planète, eh bien, en fait, on fait un calcul et on trouve que la planète n'est soumise à aucune force de gravitation. Elle épouse naturellement la forme incurvée de l'espace. Elle suit des droites dans un espace courbe. Les rayons lumineux font de même. Bon, un petit peu tout le contenu, enfin une bonne partie du contenu de la relativité générale se trouve dans cette analogie du tissu élastique. Alors donc, on voit déjà apparaître la notion de forme au voisinage des corps massifs, et quand on va passer à l'échelle de la cosmologie, et à l'univers dans son ensemble, il faudra visualiser un immense tissu élastique avec un grand nombre de billes réparties, qui seront des étoiles, qui seront des galaxies, des amas de galaxies, et qui vont non seulement conférer une forme globale, par exemple une courbure constante, positive ou négative, mais vont conférer également à l'espace-temps une dynamique. C'est-à-dire que le contenu matériel de l'univers à l'échelle cosmologique va faire
évoluer le tissu élastique qui va être en expansion ou en contraction. Alors, vous imaginez très bien que si je mets une étoile plus massive que le Soleil, que je dois avoir dans mon cartable, voilà. Donc je mets une étoile un peu plus grosse, elle engendre une courbure qui est un peu plus développée dans l'espace. Et puis, également, les équations d'Einstein nous disent qu'en fait, le degré de courbure ne dépend pas vraiment de la masse, mais plutôt de la concentration de masse, c'est-à-dire la densité. Et ici, j'ai une bille, effectivement, de même taille, mais elle est plus massive, comme vous allez le voir, et que malheureusement, mon tissu va s'en apercevoir. Et donc, la courbure au voisinage de ce corps, beaucoup plus massif et beaucoup plus concentré, est beaucoup plus grande. Eh bien, les trous noirs, parce qu'il faut bien que j'y arrive tout de même à mes trous noirs, eh bien, c'est la conséquence logique de cette visualisation. Le trou noir va être encore si concentré, par exemple si massif, ou pas nécessairement massif, mais alors très dense, qu'il va creuser un véritable puits dans le tissu élastique de l'espace-temps, un puits si profond que les particules s'approchant trop près d'une zone critique qui va être le bord du puits vont être irrémédiablement capturées. Et quelle que soit leur énergie, même si elles circulent à la vitesse de la lumière, ce qui est le cas des photons, les particules de lumière, ces particules-là vont être irrémédiablement capturées par le puits et ne pourront plus sortir. C'est cela la vision relativiste du trou noir. Simplifié, certes. Alors, en fait, le concept de trou noir capture les rayons lumineux, c'est donc un astre invisible. Il avait été en fait imaginé bien avant l'avènement de la théorie de la relativité par deux astronomes qui s'appelaient Mitchell et Laplace, à la fin du XVIIIe siècle, qui, dans le cadre de la théorie de l'attraction universelle, s'étaient simplement interrogés sur la possibilité qu'il puisse exister dans l'univers des astres si massifs que ce que l'on appelle la vitesse de libération à la surface, c'est-à-dire la vitesse minimale, avec laquelle il faut lancer un objet pour que cet objet puisse échapper définitivement à l'attraction gravitationnelle, donc cette vitesse de libération puisse atteindre ou dépasser la vitesse de la lumière, auquel cas ils ont conclu à juste titre que ces astres étaient nécessairement invisibles, puisque même les rayons lumineux éventuellement émis par cet astre retomberaient à la surface de cet astre un petit peu comme le jet d'eau d'une fontaine sous leur propre poids en quelque sorte. Et ils avaient donc calculé le premier prototype de ce qu'on appellera beaucoup plus tard, en 1968 seulement, le terme de trou noir. À l'époque ils appelaient ça donc un astre invisible. Ils avaient calculé qu'un corps ayant la densité de la matière ordinaire, c'est ce qui est la densité de l'eau, 1 gramme par centimètre cube seulement, mais qui avait une masse de 10 millions de masses solaires, ce qui correspond donc en fait à un rayon d'à peu près 250 fois le rayon du Soleil, eh bien ce corps-là serait invisible, car il emprisonnerait les rayons lumineux. C'est aujourd'hui ce que l'on appelle un trou noir géant, un trou noir supermassif. On le verra, on pense que ces trous noirs-là existent au centre de pratiquement toutes les galaxies. Et vous voyez déjà par cet exemple que la densité moyenne d'un trou noir n'est pas nécessairement très élevée, puisque vous prenez une immense sphère d'eau de 10 millions de fois la masse du Soleil, et vous avez déjà les conditions pour faire un trou noir. Alors, un peu plus tard, avec la relativité générale, un chercheur qui s'appelait Schwarzschild est revenu sur ce concept, et il a écrit une formule qui lie en fait le rayon critique, en dessous duquel une masse donnée, m, c'est la seule formule que je vous montrerai, une masse m, si elle est confinée à l'intérieur de ce rayon, creuse un véritable puits gravitationnel dans l'espace-temps et crée le trou noir relativiste. Et l'on voit ici donc des unités qui donnent le rayon en fonction de la masse normalisée à la masse du Soleil. Cela montre donc que si la masse du corps est égale à la masse du Soleil, le rayon critique c'est de 3 km. Cela implique que si l'on voulait transformer le Soleil en trou noir, il faudrait, dont le rayon est de 700 000 km, il fallait le réduire simplement à une boule de 3 km. On peut jouer ce jeu un peu fantaisiste, parce que le Soleil ne se transformera jamais tout seul en trou noir. On peut jouer ce jeu avec la Terre, par exemple, et la Terre, il fallait la réduire à l'intérieur d'une bille de 1 cm seulement. Évidemment, la Terre n'aura jamais une évolution naturelle la conduisant à l'état de trou noir. Alors la théorie des trous noirs s'est développée assez péniblement tout au long du XXe siècle, dans le cadre de la relativité générale. Elle a toujours suscité beaucoup d'interrogations et beaucoup de mystères, et cela me rappelle un vieux conte persan du Xe siècle qui raconte qu'un jour, les papillons tiennent une vaste assemblée parce qu'ils sont tourmentés par une question qui les taraude et ils n'ont pas de réponse, c'est le mystère de la flamme. Alors donc chacun
propose son idée sur la question, et le vieux sage qui préside l'Assemblée dit écoutez, je n'ai rien entendu de très satisfaisant, peut-être que la meilleure chose à faire, ce serait d'aller voir de près ce qu'est la flamme. Alors un premier papillon se porte volontaire, il s'envole en direction du château le plus proche, il passe devant une fenêtre, et au-delà de la fenêtre, il voit une simple bougie allumée. Alors il revient très excité, il raconte à ses compagnons ce qu'il a vu. Et le sage répond tu ne nous apprends pas grand-chose. Alors un deuxième papillon, encore plus survolté, se précipite vers le château. Cette fois, il franchit la fenêtre et il touche légèrement la flamme de ses ailes. Il revient tant bien que mal, très excité, il sent un peu le roussi, et il raconte à ses compagnons ce qu'il a perçu du mystère de la flamme. Et le sage lui dit « Tu ne nous apprends rien de plus ». Alors finalement, un troisième papillon, réellement survolté, va vers le château, il franchit la fenêtre et il se précipite sur la flamme et il fait corps avec elle. Il disparaît dans la flamme et le sage qui avait observé la scène de loin dit à l'Assemblée, eh bien voilà, lui seul sait ce qu'il voulait savoir et il n'y a rien d'autre à dire, nous ne le saurons jamais. Alors c'est une parabole qui ressemble un petit peu au mystère du trou noir parce que, comme nous allons le voir, c'est vrai que le trou noir capture la matière, capture la lumière, capture l'information et si quelqu'un s'aventure dans le trou noir, il ne pourra jamais ressortir pour relater ses découvertes. Mais c'est donc un mystère évidemment tout à fait fascinant. C'est bien la raison pour laquelle j'ai consacré une vingtaine d'années à ce sujet-là. Alors avant d'aborder quelques propriétés physiques étranges des trous noirs, c'est-à-dire la façon bizarre dont l'espace et le temps sont déformés au voisinage des trous noirs, tout d'abord, est-ce que ces objets-là existent? Je suis quand même censé être astrophysicien, et donc de temps en temps, on essaie de créer un rapport entre nos idées théoriques et ce qui existe réellement dans le ciel. Donc, est-ce qu'il est possible de détecter des trous noirs? Voilà. Alors effectivement, tout d'abord, avant d'envisager cette possibilité, il faudrait comprendre comment les trous noirs peuvent se former. Parce que, bon, dans l'espace réel, les tissus élastiques et les billes, c'est bien joli, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des étoiles qui évoluent. Alors, il y a une théorie de l'évolution stellaire qui s'est développée tout au long du XXe siècle et qui a abouti à un schéma général de l'évolution des étoiles en fonction de leur masse. Et donc, très rapidement, parce que sinon, ce n'est pas 50 minutes que je mettrai, mais 2 heures, très rapidement, en fait, le destin final d'une étoile, c'est toujours le cœur de l'étoile qui se met à s'effondrer sous sa propre gravité. Et il y a 3 types de cadavres stellaires possibles. Pour les étoiles, la plupart des étoiles, 90% des étoiles, dont le Soleil, le destin final, c'est l'état de naine blanche, qui est un corps assez condensé, à peu près de la taille de la Terre. Je n'insiste pas parce que vous aurez des conférences dessus. Pour 9% des étoiles, ou même 9,9% des étoiles, elles finissent, après une magnifique explosion de supernova, le cœur des étoiles se concentre sous forme d'une boule d'environ 15 km de rayon extrêmement dense, qui s'appelle une étoile à neutrons, et que nous avons détectée dans le ciel sous forme d'objets fantastiques et fascinants que l'on appelle des pulsars. Mais toujours la théorie de l'évolution stellaire prédit que si au départ une étoile est suffisamment massive, par exemple 20 à 30 fois la masse du Soleil, eh bien le destin final de cette étoile, du cœur de l'étoile, c'est de s'effondrer sans frein, sans limite, car en fait, quelle que soit la matière dont elle est constituée, rien ne pourra arrêter l'effondrement gravitationnel. Donc on comprend par l'évolution stellaire comment des condensations de matière aussi importantes que celles nécessaires pour former des trous noirs peuvent effectivement se développer à partir de la vie des étoiles. Mais comme les étoiles très massives sont extrêmement rares, cela veut dire qu'en moyenne, il y a seulement une étoile sur 1000 qui a des chances, si on peut appeler ça une chance, de former un trou noir. Et comme notre galaxie a à peu près 100 milliards d'étoiles, ça veut dire qu'actuellement, dans notre galaxie, on suspecte l'existence de 100 millions de trous noirs dits stellaires, c'est-à-dire qui ont des masses stellaires. Et sur ces 100 millions de trous noirs stellaires, dont la plupart sont invisibles parce qu'ils sont isolés, les pauvres, mais certains sont visibles parce qu'ils vivent en couple. C'est pas toujours bien tous les jours, mais dans le cas du trou noir, ça leur permet de briller. Parce qu'en fait, un trou noir qui est dans un couple stellaire va, par son champ gravitationnel, aspirer la matière de son étoile compagne. Et cette matière, avant de s'engouffrer dans le trou noir, elle va disparaître. Donc, avant de disparaître, pardon, elle va être chauffée et briller, émettre une luminosité caractéristiques dans un domaine de rayonnement de haute énergie, le rayonnement X. Et donc aujourd'hui, les trous noirs stellaires sont cherchés par des télescopes à rayonnement X dans des sources particulières qu'on appelle des sources X binaires, donc des systèmes d'étoiles doubles qui émettent des rayons X.
Et donc aujourd'hui, j'en ai cité quelques-uns, il y a des candidats trous noirs, on en a répertorié une bonne douzaine de candidats trous noirs, qui sont donc actuellement, très vraisemblablement, des trous noirs stellaires en train d'absorber du gaz arraché à l'enveloppe gazeuse de leurs compagnons. Et puis, pour en revenir au premier trou noir prototype imaginé par Laplace au XVIIIe siècle, c'est-à-dire les trous noirs géants, eh bien l'observation astronomique nous indique aussi que au centre de pratiquement toutes les galaxies, vous voyez ici un cliché du télescope spatial Hubble, vous voyez ici un zoom, un agrandissement du cœur de la galaxie, eh bien au cœur de la galaxie, avec la résolution remarquable de ce télescope, on voit non pas un trou noir, le trou noir n'est invisible, mais on voit l'environnement d'un trou noir, c'est-à-dire cette structure en forme d'anneau, c'est un gigantesque tore d'accrétion, c'est-à-dire en fait une sorte de vaste assemblage de gaz qui se met avec cette forme caractéristique d'anneau autour d'un trou noir central, que l'on ne voit pas ici, mais en fait, donc, il y a un point brillant, car les régions intérieures de ce tore d'accrétion sont violemment chauffées à mesure qu'elles disparaissent dans le trou noir. Et c'est par ce modèle de trou noir galactique que l'on explique en particulier la luminosité extraordinaire qui est libérée par toute une catégorie de galaxies qu'on appelle des galaxies à noyau actif, dont les plus spectaculaires sont les quasars, les objets intrinsèquement les plus lumineux de l'univers, et que donc on peut observer aux confins de l'espace. Alors, au cours de ma longue carrière, je me suis aussi en particulier intéressé au destin d'étoiles ayant l'infortune, par le jeu de la mécanique céleste, de se détacher de leur amas et de frôler la surface d'un trou noir géant. Et puis donc, nous avons découvert par les équations, ça n'a pas encore été observé, le phénomène que nous avons appelé la crêpe stellaire, c'est-à-dire nous avons découvert que, comme l'espace en fait est étiré